Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans le dernier live de la saison. Bonsoir. Bon, normalement il y aura un bilan la semaine prochaine, mais on va voir. Bienvenue à tous pour ce nouveau live de Tard History. On va parler du dernier épisode de Doctor Who, The Vanquishers. Je l'ai bien dit là. C'est le dernier de Doctor Who. Ah oui, de tout Doctor Who. Chimna a tué la fini. série, hein, ne l'oublions pas, et donc du coup... Il n'y a plus rien après, c'est terminé. Vous avez vu l'état du logo, c'est mort. On ne vous entend pas, bah oui, exactement. Il a cassé le docteur. Bonsoir Ulysse la Harwal. Bonsoir. Non, on ne chante pas par contre. On ne chante pas, c'est la règle. Non, c'est grave. Bonsoir Prajanta, bonsoir Baba Geno. Bonsoir à toi. Et donc, on va parler, oui, du dernier épisode de la saison, donc The Flux. Cette saison qui fut riche en rebondissements, riche en rebondissements. Donc voilà, donc ce soir, avec moi, on a Flavia. Bonsoir. Oui, bonsoir. On a Robin. Bonsoir. Ouais. Et tout. Trop bien. C'est nul. On a Rémi. Et oui, Rémi. Hein. Hey ouais, Rémi. Il est grandiloquent. Là, c'est déjà trop. Et évidemment, Julien Davin qui est en régie, dans l'ombre, tapis dans l'ombre, prêt à bondir sur sa proie. Ou à bosser. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet déjà. Tiens, Flavia, tu voulais... de quoi ça parle, le film de The Vanquishers? Alors, The Vanquishers, c'est facile. C'est le docteur est coincé dans le QG de la division entre les univers, aux prises avec Swarm et Azure. Pendant ce temps-là, en 1904, il y a les compagnons avec Williamson et Jericho qui sont aux prises avec des Centauriens. Pendant ce temps-là, à notre époque, il y a aussi les Centauriens et le docteur se retrouve scindé en 3 espace-temps pour pouvoir régler tout ce bazar. Donc, le premier docteur va essayer de récupérer... Le 13e docteur, du coup, on va dire. Le premier 13e docteur va essayer de récupérer ses souvenirs qui est dans la montre que Swarm et Azure brandissent comme un trophée. Le deuxième 13e docteur retrouve ses compagnons ainsi que Kate Stewart qui a eu la gentillesse de rapporter le TARDIS qui pourrissait jusque-là dans une cave de Unit, pendant que le 13e docteur se retrouve dans un vaisseau Lupari et donc du coup rencontre Carvanista et Belle qui s'étaient rencontrés par hasard dans l'épisode précédent. Et donc du coup ils vont devoir régler l'invasion des Centauriens, Swarm et Azure qui veulent libérer le temps grâce au flux et évidemment mettre fin au flux avant que tout l'univers soit détruit. Et donc du coup le flux, on apprend que le dernier événement du flux, la dernière destruction, ce sera la Terre. Et donc du coup les Centauriens essayent d'en profiter pour tuer tous les Daleks, les Cybermen et toutes les créatures de l'univers afin d'être les grands vainqueurs. Voilà. Les Vanquishers. C'est facile, c'était facile. Donc voilà, c'est une histoire où il se passe énormément de choses. Et qu'est-ce que vous en avez pensé? On va commencer, tiens, par Rémi. Qu'est-ce que tu en as pensé de cet épisode globalement? Globalement, bien, mais juste bien, en fait. Voilà, ça a répondu à quelques questions. Par contre, c'est clairement un épisode qu'on aurait aimé voir en 2 parties. Et il y a autre chose, on en reparlera sûrement après, mais il y a quelque chose que j'avais finalement assez peur avec le flux et qui a l'air de se confirmer avec cet épisode. Donc c'est bien, mais un petit peu déçu de la manière dont certains événements sont conclus. Ok. Robin, toi, t'en as pensé quoi? Je vais formuler ça de la façon inverse, c'est-à-dire j'ai eu quelques déceptions, mais globalement, c'est pas si grave par rapport à la façon dont j'ai apprécié l'épisode. Parce que même si par moments ça sentait un peu rushé, effectivement, ça aurait largement bénéficié d'un 7e, voire 8e épisode. Oui. Finalement, je trouvais que c'était quand même bien rythmé, et il y avait l'équilibre qu'il y a eu toute la saison entre tension, mais aussi moments intimes et humour, qui était toujours présent. Donc j'ai eu l'impression que, certes, c'était très rushé, mais
aucune de ces composantes, on va dire un peu fondamentales, n'a été sacrifiée pour moi. Pour moi, c'est une réussite comme ça. Et Flavia? Bof. Ouais. Alors, Voilà. je suis globalement déçu de l'épisode. C'est un bon épisode. Ok. Il y a des bonnes choses dedans, mais globalement, je trouve que par rapport à tout ce qui avait été installé et à la qualité de flux, c'était un petit peu décevant. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément de personnages qui étaient sacrifiés, pas trop bien utilisés, pas trop développés, et beaucoup de facilité pour résoudre les choses. Alors, ça reste un final qui est supérieur, selon moi, à la majorité des saisons de RTD ou de l'ère Matt Smith, parce que globalement, j'ai souvent du mal avec des finals. Mais là, On commence déjà à tirer sur l'Air Smith, là. Dracojo, il est là. non, mais c'est pas par plaisir de Dracojo taper est bien là, sur l'air. C'est pas par plaisir pour taper sur l'air Smith que il y a des choses que j'aime bien dedans. C'est pas le débat. Mais j'ai trouvé ça un peu décevant par rapport à tout ce qui a été introduit. Alors j'ai l'impression en fait que cette saison était très ambitieuse, trop ambitieuse pour 6 épisodes, et qu'effectivement ça se sent ressentir qu'il y a eu des épisodes coupés, que ça devait être en 8, puis c'était en 6 apparemment. Alors après, le point positif de l'épisode et de la saison, c'est que c'était ambitieux, et on peut pas retirer ça à Chibnall. Et tant pis, c'était un peu décevant, mais c'était pas non plus une catastrophe atomique, et il y avait de bonnes choses dedans. Chibnall reste très doué pour écrire les personnages. Effectivement, il y avait des scènes d'humour très très bonnes, et des scènes épiques très bonnes aussi. Et Thomas, il m'avait demandé de faire court, et ça fait 1 heure que je parle. Non, mais c'était court pour le synopsis. Là, tu fais comme tu veux. Une question, est-ce que combien d'épisodes vous pensez qu'il manque à cette saison, Flavia? 1 ou 2. Moi 2. Pour moi, il manque 2 épisodes. L'introduction était un peu rushée, peut-être. Et là, clairement, il y a trop de choses. Mais il y a vraiment trop de choses. Et donc, du coup, il n'a pas le temps de tout développer. Belle et Vinder, au final, dans la grande histoire, ils ont servi à rien. L'histoire avec leur enfant, ça servi à rien. Le grand serpent, il est là. Il est là, voilà, c'est bien. Pareil, Diane, elle est introduite et finalement, on ne sait pas pourquoi. Et donc, du coup, beaucoup de choses qui ont été installées, teasées dans la saison ne trouvent pas pour moi des conclusions satisfaisantes. Donc, je suis contente qu'il n'y ait pas des grandes révélations à en fait, l'enfant de Bellevinder, c'est le maître, la Rani, le docteur. C'est Jenny. Helen Barrow. Voilà. Ouais, non, mais voilà. Mais quand même, on nous dit, hey, je suis enceinte. Et en fait, non, mais je suis enceinte. Ouais, tant mieux, c'est bien. Tant mieux pour toi. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il a coupé, mais qu'il aurait dû, du coup, plus couper, quitte à enlever des idées qu'il avait pour que ça tienne vraiment mieux en 6 épisodes. Parce que du coup, j'ai l'impression que cette surcharge d'informations n'est pas toujours utile au final. Vu qu'on parle de Belle et Vinder, justement, est-ce que ce côté genre du bébé qui est là, c'est pas juste un élément pour justement qu'on s'attache vite, parce qu'on doit s'attacher vite au personnage vu qu'il y a peu d'épisodes, et le fait de savoir qu'il y a un bébé en attente, ça aide à nous donner de l'enjeu dans cette relation, parce que finalement, on n'en voit pas grand-chose de leur relation. On les voit pas ensemble vivre un moment émouvant vu qu'ils sont séparés dès le début. Et pourtant, il faut nous faire ressentir leur amour, et nous, l'attachement qu'on doit s'attacher vite. Est-ce que cette histoire de bébé ne sert pas juste à ça? En gros, à créer une sorte d'attachement express. Qu'est-ce que vous en pensez, Rémi? Ouais, totalement. Alors après, en plus, moi, ça me dérange pas d'avoir pour ce genre de personnage finalement peu de lien avec la grande histoire en général, parce qu'ils arrivent entre guillemets par erreur, donc ils sont pris un peu malgré eux dans la grande histoire, doivent se débrouiller comme ils le peuvent. Donc au final, oui, Belle est enceinte, on sait même pas quand elle va accoucher, ce que va devenir son bébé, c'est pas très grave. Ça l'est un peu plus pour des personnages comme Diane, par exemple. Mais oui, le côté enceinte. Alors, par contre, je me souviens pas avoir capté au premier visionnage qu'elle était enceinte. J'ai souvenance que c'était passé assez vite. C'est vraiment après que je l'ai recapté avec l'espèce de babyphone amélioré, là.
Et en plus, ça crée une super dynamique, ça crée des moments assez drôles avec ce petit communicateur. Et puis bon, il y a la grande scène de réunion à la fin. Donc non, c'était un peu la caution touchante là de cette saison. Ouais. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du coup de cette relation, de là et même de la conclusion. Du coup, on va parler de vous qui, Robin ou Flavia? Flavia. Bon, désolé Robin, te vexe pas. Mais... non, je vais aller très vite parce que j'ai déjà développé. Moi, je trouve que c'était pas forcément nécessaire que Belle et Vinder aient un enfant pour avoir de l'attachement. Vinder, moi, je l'ai aimé instantanément parce qu'il est bien écrit, parce qu'il est bien interprété, parce qu'il est touchant. Parce que en plus, toute son histoire avec le grand serpent dans Once Upon a Time montre qu'il a une éthique, qu'il a des valeurs, et donc du coup, pour moi, ça suffit à en faire un personnage instantanément touchant. Pareil, Belle, au début, on se demande ce qu'elle fout là, mais dès qu'on découvre que en fait, c'est la copine de Vinder, on comprend sa place dans l'histoire, et pour moi, il n'y avait pas forcément besoin qu'il y ait en plus une grossesse qui est un peu étrange parce que finalement on la voit pas, on voit pas qu'elle est enceinte. Une grossesse du futur. Et puis elle peut quand même se battre contre des Cybermen, des Daleks et voler des vaisseaux Louparis sans que ce soit un problème. Et donc du coup, j'ai pas trop compris si bref, je trouve que ça embrouille un peu les cartes et rien que le fait de devoir se retrouver, pour moi, c'est quand même un gros enjeu sans qu'il y ait besoin d'avoir une grossesse en plus. Romain, t'as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, du coup, pas spécialement, mais voilà, globalement, pour moi, c'est un peu une façon pour Chibnall d'inclure dans ces événements vraiment d'une ampleur épique qui touchent l'univers, d'inclure comme ça une histoire plus intime, qui n'a pas forcément des conséquences ou des répercussions énormes sur la vie du Docteur ou même sur l'univers même, mais comme ça, voilà, de montrer une petite histoire d'amour un peu... Oui. Mais il y avait déjà Diane et Dan. Oui, mais là, oui, effectivement, mais là, c'est pour montrer un peu comment des gens plus, entre guillemets, communs ou d'ailleurs dans l'univers vont faire face à cette catastrophe. Du coup, c'est une bonne idée, ça, mais alors du coup, il il aurait pas dû y ajouter Diane, parce que du coup, ça fait un peu doublon, et le temps de chaque histoire, du coup, est réduit. Ah oui, après, la conclusion de Dan et Diane n'est pas la même. Et puis, ils n'ont pas le même rôle, et ça a un goût de mais oui, ils ont pas beaucoup de rôles, au final. Oui, mais c'est pas le même. Oui, mais dans une saison où il y a beaucoup de choses comme ça, c'est vrai qu'à un moment, il y avait peut-être des choix à faire. Mais bon, il fallait qu'on s'attache à Dan, et c'est vrai que Diane a beaucoup aidé à l'attachement qu'on peut avoir au début. Donc, lequel des couples, pour vous Bon, après, je dis pas qu'il fallait forcément choisir là et que c'était là qu'il fallait retirer des choses. Ça, on reviendra dessus d'ailleurs, ou peut-être parce que comme il y a beaucoup de choses, il y a peut-être des choses qu'il aurait fallu soit couper, soit revoir carrément. Est-ce que pour vous, c'est l'un des couples ou c'est plutôt d'autres aspects? Le meilleur couple, c'est Dan et Carvanista. Nous sommes bien d'accord. C'est vrai. C'est très difficile de juger des choses à couper parce que, en fait, c'est pas. Enfin, de mon point de vue, c'est pas genre un gros bloc qui sort un petit peu de la saison et qu'on pourrait retirer sans trop de dégâts. C'est que tout a du mal un peu à trouver toujours sa place. Moi, ce que je trouve, ma plus grosse déception, ça a été le Grand Serpent, par exemple. Cette fin, mais alors qu'il a un charisme de dingue. Cette fin. Un charisme dingue, il ressemble quand même à Dino de Shirley et Dino. Mais non, mais arrête avec tes comparaisons pourries. Mais arrête. Et Capaldi dire ressemble à Nagui, et le Grand Serpent, il ressemble à Charlet. Attention. Dites dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. Mais personne sera d'accord. Il ressemble à Shirley ou Dino télévision quand même. Dites-le-nous. Bon, retourne de ce que tu disais sur le Grand Serpent. Ouais, c'est juste dommage parce que on te montre ce personnage. On a du mal à comprendre ses motivations jusque très tard dans la saison. Au début, on a même l'impression que c'est le même personnage que Swarm, pour le coup, alors que ça a même pas l'air de l'être, mais même ça, on n'est pas tout à fait sûr, en fait, de ce côté-là. Et tout ça pour tu vas aller sur un astéroïde et tu vas penser aux mauvaises choses que tu as faites. Puis c'est tout. Tu dis, on ne comprend pas ses motivations que très tard dans la saison, mais en soi, on le voit dans le présent que dans 2 épisodes, les 2 derniers. Donc, c'est pas non plus. Mais
C'est pas un méchant majeur en fait. Oui, mais quand même. là, en fait, moi, je m'attendais pas à revoir le grand serpent au-delà de Once Upon a Time. Pareil. C'est-à-dire que quand il était que dans Once Upon a Time, je trouvais son rôle très bien écrit et il se suffisait à lui-même. Ça permettait de comprendre quel était le passé de Winter et qu'est-ce qu'il avait mené à cause de ses valeurs, de son éthique, à se retrouver sur le poste d'observation là où il est dans le tout début de la saison. Donc ça marchait très bien. À partir du moment où il a eu une réintroduction surprise dans Survivor The Flux, et c'était très bien fait, et j'ai adoré tout ce qui est tourné autour du Grand Serpent et du Unit, on s'attendait à ce que son rôle dans le final soit, à défaut d'être primordial, important. Plus majeur. Majeur. Et au final, ça sert pas à grand chose. Et sa conclusion est assez décevante. Effectivement, là, ce côté petit prince seul sur son astéroïde, c'était assez. Tu vois, je me serais prends la porte, quoi. C'est prends la porte. Ah ok, j'y vais. C'est ça. Ouais, après, je me serais contenté qu'il s'échappe. Ouais. Oui. Au moins, tu t'attendrais à le revoir et au final, il aurait eu une réponse si mystérieuse que son introduction. Après, en soi, il est juste exilé, entre guillemets, donc c'est pas non plus... quoi. Ça reste... Oui, mais ça reste ouvert. Non, mais alors, c'est ouvert. Quand même, mettons-nous d'accord, il reste 3 épisodes à l'Airship Knoll. Oui. Le grand serpent, il va peut-être revenir. Le maître, il va peut-être revenir. Bon, bah, lui, il va revenir, sans doute. Comment il s'appelle déjà Robertson, le faux Trump des araignées de Revolution of the Daleks, il va peut-être revenir. Je l'avais complètement zappé, lui. Oui, mais parce que à la fin de Revolution of the Daleks laisse sous-entendre qu'il pourrait revenir. À partir d'un moment, il faut pas encore... Non, mais pas mort, et puis surtout, on sous-entend qu'il va devenir président. Oui. À un moment donné, il n'y a peut-être pas la place, dans le temps qui reste à Shimnol, pour faire revenir tous ces méchants. C'est vrai que là, ça va être compliqué de tout faire tenir. Hein. Il ne reste plus grand-chose, et là, ça va aller vite. Ça va même aller très, très vite. Juste, hein, j'en profite avant de passer à la suite, que Emily et Pepperpot Team disent qu'ils sont d'accord avec moi, qu'on dirait Dino. Bon, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, mais je dirais pas son pseudo du coup. Et du coup, on parle du coup de... On a parlé Non, pas du tout. Non, c'est pas Dracojo. On parlait justement du grand serpent, et du coup, le grand serpent est très lié avec Kate Stewart. Et justement, Kate Stewart, parlons-en, parce que Kate Stewart, c'est Unit, mais Unit toute seule. Donc ça, va falloir en parler. Qu'est-ce que vous avez pensé de Kate Stewart dans cet épisode ? C'est pas Unit dans cet épisode. Hein ? Non, mais quand je dis Unit à elle toute seule, c'est vrai que voilà quoi, elle est vraiment. Elle se présente pas comme Unit non plus. Mais c'est dans le sens où vraiment elle est censée planquer, être super fort. C'est dur de faire ce qu'elle fait toute seule quand même. Hein. Oui. Mais bon, tant mieux pour elle. Hein. Après, elle est méga intelligente. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous en avez pensé ? On va commencer par Flavia. Kate Stewart, moi c'est un personnage que j'aime bien déjà, premièrement. J'avais énormément apprécié sa réintroduction. Elle était cool, elle était badass, elle avait du charisme, c'était génial dans Survivor The Flux. Et donc du coup, là, on se dit Kate Stewart est de retour avec Unit, ça va casser des gueules et ça va vraiment s'opposer aux Tsantariens. Et finalement, Kate Stewart arrive, elle dit bonjour, voici le Tardis. Voilà. Et après, c'est tout. Elle est belle, ma grotte. Et ouais, effectivement, Kate Stewart est là, un peu toute seule dans Unit. C'est un peu un problème, parce que pareil, Carvanista, on nous dit il y a plein de Lupari, mais on n'en voit pas un seul. Autre Lupari à part Carvanista. Tecteun, on nous dit la division, c'est trop bien, mais finalement, c'est juste elle et un Hood dans un vaisseau. Donc, ça commence à faire un peu vide. Ouais. En fait, c'est rigolo parce que quand je parle, j'ai l'impression que j'ai détesté l'épisode, alors que je vous jure que non, hein, j'ai passé un bon moment. Hein. Et oui, mais au moins, on centre sur les mauvais points. Ne faisons pas de la positivité toxique. Dracojo a mis dans les commentaires, il y avait Kate Stewart dans cet épisode, vous êtes sûr de ça ? C'est rigolo parce que j'ai fait exactement la même blague à Thomas juste avant le live. C'est vrai. Elle est sur le côté, vraiment sur le côté dès que le docteur apparaît.
Mais même dans les plans, physiquement, elle est en arrière-plan sur le côté, elle dit rien, elle regarde. Coucou. Et dans tous les plans où elle est là, c'est incroyable. Elle est là pour dire voici le TARDIS. Oh, le docteur, j'aime bien cette incarnation, elle est cool. Elle a toute fin de l'épisode. Et donc, du coup, pour vous, est-ce que c'est du gâchis? Rémi, toi, t'en penses quoi? T'as pas beaucoup parlé de... Je pense plus ou moins comme Flavia, et c'est aussi un symptôme, hein, Kate, dans cet épisode, c'est on veut montrer plein de choses, on veut montrer l'invasion de la Terre par les Sontariens, donc on arrive comme ça à montrer plusieurs bataillons qui marchent dans les rues. Mais en fait, à la fin, on a ça comme ampleur, et puis on se dit, bon, bah, on va peut-être réduire un petit peu la voilure, donc en effet, il n'y a pas de résistance terrestre. Carvanista, j'avais l'impression qu'il y avait le budget d'un costume, et c'est tout, quoi. Parce que ça devait être chiant à faire. Et ouais, alors il y a pas le temps. Il est trop beau ce costume. Il est très très beau. Et il y a plusieurs choses comme ça qui me dérangent, notamment avec Kate Stewart. C'est au moins la faire accompagner de 2-3 personnes de la résistance, tu vois, qu'on comprenne. En fait, on sent qu'il y a quelque chose derrière. Montrer la résistance, par contre. Oui, mais on sent quelque chose, mais c'est pas évident, quoi. Souvenez-vous, en fait, je pense que c'est aussi une des conséquences de coupure. Par rapport au temps, parce que par exemple il y a ce moment complètement un peu aléatoire où t'as le grand serpent qui tue, et en interrogeant un gars, on sait pas du tout qui c'est. Ouais. C'est vrai pour qu'il et à mon avis c'était censé être dans des scènes plus longues et tout, où en fait on nous faisait comprendre que lui il faisait partie de la résistance. Ah oui. Après faut s'estimer heureux, parce que le fait qu'on voit que Kate Stewart, ça nous a épargné le retour de Osgood, et je trouve ça positif. Elle est très bien, Osgood. Elle est très bien. Calmez-vous. Non, mais donc, attends, je termine le coup. Rémi, t'es en train de dire qu'il faut une Doctor Who, directeur Scott. Ouais. En noir et blanc avec des ralentis. Non, et évidemment, mon écran vient de s'éteindre. Pepperpot Team qui dit Kate qui pousse toute seule le TARDIS à travers les couloirs de Williamson, c'est une image très drôle. C'est vrai. J'espère qu'il y a une scène coupée. Et d'ailleurs, c'est vrai, comment elle sait contrôler le TARDIS, Kate Stewart? Elle contrôle pas, c'est juste elle le transporte. C'est genre comme dans... Ah oui, elle a juste été... Ouais, ah oui, d'accord, oui. C'est une grue. J'espère qu'elle avait un petit diable. Oui, tout à fait. Bon, dans cet épisode, il y a un méchant dominant, des méchants qu'on n'imaginait pas voir autant dans une saison. Si on m'avait dit que c'était les méchants qui allaient revenir pour une saison aussi impressionnante que celle-ci, c'est les Sontarans qui sont évidemment la pierre angulaire de cette saison. Qu'est-ce que vous avez pensé des Sontarans dans cette saison? Et notamment, on va revenir sur une fameuse scène dans une épicerie. Voilà. Qu'est-ce que vous en... Ah, il y a déjà la VF du côté de Rémi. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Il va le faire en japonais. Non. Merci. Okay, super. Bonne ambiance. Robin, que penses-tu des Sontariens dans cet épisode? Et de cette scène, hein. Tu peux en parler. Je trouve qu'ils ont un petit peu perdu de leur aura par rapport au deuxième épisode. Ils sont bien. Non, après, ils sont bien. Ah, il y a une torture en lui-même, vous avez vu? Non, mais... Il dit non, mais c'est... Et là, d'un coup, tu... Non, mais c'est juste que je les vois réagir. On t'observe. Mais je trouve qu'ils ont un peu perdu de leur aura. Ils sont... Là, je dirais que la balance bascule plus vers le ridicule que l'intimidant. Ce qui est pas si grave, parce que l'épisode a son lot d'enjeux, surtout avec Swarm et Azure, je dirais. Donc c'est pas spécialement grave qu'ils soient un peu plus ridicules. Mais finalement, pour voir qu'ils étaient là tout l'épisode, ils ne m'ont pas spécialement marqué. Ils sont un peu là comme prétexte, en fait, on dirait. Mais ils ont quand même un plan. Oui, ils ont un plan, bien sûr, mais... Et d'ailleurs, ce plan... J'ai pas de grand avis dessus. Qu'est-ce que vous en avez pensé aussi de ce plan, par exemple, Rémi? Bon, c'était une bonne idée, et ça change, en fait, d'avoir les Sontariens à la tête des opérations. Moi, ça m'a pas dérangé non plus, qu'ils se ridiculisent un peu plus, que les Sontariens de base, c'est quand même pour des flèches. Hein. Donc, il y avait la scène très drôle du chocolat, puis derrière, ça reste des bataillons armés, super précis, super militaires et compagnie. Super précis, comme quand ils ont tiré sur Dan dans la rue. Ils tirent sur des gens et ils tirent à côté. Bon. Alors, c'était le premier épisode. Le deuxième. Après tiré depuis. Non, dans l'épisode là,
ils tirent dans je sais plus contre qui. Le mec, il est juste devant eux et ils visent tous à côté. Jericho et Claire. C'est ça, non? Ouais, voilà. Ça, c'est le gros problème de la saison. C'est vraiment. Oui, bon, c'est vrai, en effet, ils savent pas tirer. J'avais oublié c'est visé. Dans Doctor Who. Ça, c'est dans Dracojo le disait sur Twitter saison, que Chris Chibnall était fan de Star Wars et que ça se voyait. Effectivement, ça se voit, mais il faut pas reprendre le défaut des Stormtroopers. Parce que... ça a toujours été le cas. Hein. Oui, et puis dans les films en général, le héros a toujours à éviter les balles. Oui, mais t'as quand même. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas une sensation de danger. Là, il y a même pas la sensation de danger. C'est limite, il se marche, il s'allume une clope et tout, il risque rien. C'est ça le problème. C'est la façon dont c'est filmé. Mais ça, c'est pas le débat. On en a déjà parlé dans les épisodes. Wow, The Sontarans. Tout à fait. Donc, du coup, les Sontariens, qu'est-ce que. Donc, vous, parce qu'on parle justement d'avoir perdu cette aura, que pour vous, ils avaient retrouvé au début, du coup. Moi, je suis d'accord avec Robin. Ouais. Les Centauriens, ils sont bien. Ça m'a fait plaisir de les voir. Mais effectivement, ils perdent de leur aura et retombent un peu dans le débile. Et c'est un peu dommage. Et du coup, peut-être qu'on aurait pu se passer de ce retour. Ouais. C'est étonnant qu'ils soient si presque oubliables finalement, alors qu'ils font partie de la majorité de l'épisode. Mais c'est surtout qu'on se demande ce qu'ils ont accompli au final, parce que on nous dit les Daleks et les Cybermen, ils ont été génocidés, mais à la fin de l'épisode, on nous dit bon bah les Daleks ils reviennent dans le prochain épisode. Tu dis oui bon. Cool. Après, même si on n'est pas dans le prochain épisode. Mais après, ça va servir à grand chose. C'est une question qu'on se pose pas toujours forcément quand c'est un épisode sur les Daleks et les Cybermen, parce que eux non plus n'accomplissent pas généralement grand chose par épisode, à part quelques exceptions. Là, ça changeait que la menace soit un peu différente et la stratégie aussi était différente. Là, c'est pas simplement on doit envahir la Terre parce que c'est des impurs, il faut les détruire, ou parce qu'il faut les convertir. Là, le plan c'était bon, les autres commencent sérieusement à nous courir sur le haricot, on va les inviter à cet endroit-là et puis on va tous les fumer, quoi. C'était un peu l'idée. Et on les voit avec une stratégie militaire pour le coup. Oui, non, mais ça c'est une bonne chose. Mais je trouve quand même qu'ils auraient pu aller jusqu'au bout de leur audace et nous montrer des Rutans. Parce que au début de l'épisode, ils le mentionnent. Ils disent j'offre sauf les Rutans, eux ils peuvent crever. Moi j'étais trop contente parce que ça me fait rire. Parce que je sais à quoi ressemble la Rutan. Et que c'est moche à Rutan. Mais je me dis, ils auraient dû aller jusqu'au bout et nous en montrer des Rutans. Mais on sait maintenant que Chibnall il adore faire du name dropping. Ça, c'est sa petite passion. Et d'ailleurs, on parle de ce fameux plan des Sontariens, mais est-ce qu'il est crédible que des Sontariens arrivent à réussissent à piéger les Daleks et les Cybermen? Parce que du coup, dans les circonstances du flux, dans les circonstances du flux, les Cybermen et les Daleks déjà ils sont cons. Enfin, désolé, mais c'est pas des grandes menaces non plus super intelligentes. Les Daleks et les Cybermen, faut remettre ce qui est. Et les Centauriens, surtout les Centauriens classiques. Après, je me tais, je laisse parler Robin. Ils sont très terre à terre, très pragmatiques, très militaires, avec des plans très ordonnés. On a perdu ça un peu sous la New parce que ça se transforme en grosse blagoune, parce que c'est rigolo, ça ressemble à une patate. Après, Strax est rigolo parce que il sait pas que Clara c'est une fille, mais Carla. Alors il y a un nom pas mal prononcé, on a dans le chat, on va avoir des problèmes. Non, désolé, mais donc qu'est-ce que je disais déjà? Oui, donc du coup, non, pour moi, c'est pas vraiment incohérent que les Centauriens arrivent à mettre un plan de bataille, et ça, c'était le point positif de leur réapparition dans l'épisode. Mais ça montre quand même à quel point ils sont débiles, quoi. Vraiment, tiens, venez là, c'est du bon côté. Et bah non, c'est vrai que c'est bon, au moins ça marche, hein, on va dire, mais il y a cette chose-là. Il y a une autre chose importante dans l'épisode, c'est évidemment les Ravagers, c'est leur conclusion. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette conclusion? Est-ce que vous l'avez trouvé un peu amené à n'importe comment? Vous l'avez trouvé un peu ridicule que ça perdait finalement tout ça pour ça? Est-ce que c'est l'effet que vous avez eu, tout ça pour ça? On va commencer. Tiens, Robin. Les Ravagers, je suis très divisé à leur sujet. Parce qu'il y a des points. Mais non, tu es Robin. Dépêchez-vous, ça suffit. Non, il y a des aspects que j'ai beaucoup aimés. Par exemple, il y a eu un moment où il y a le face-à-face entre le Docteur et Azure. Et il y a une espèce de début de conversation philosophique sur pourquoi
leur vision est fondamentalement mauvaise et pourquoi leur vision vraiment nihiliste à l'extrême le plus possible imaginable est forcément mauvaise. Qui je trouve d'ailleurs la réponse du docteur est un peu bateau, mais bon, après, je m'attendais pas à plus. Et donc, ça, j'avais bien aimé, mais j'ai beaucoup moins été convaincu par la scène finale sur Atropos, qui fait un peu molle, avec du coup Swarm et Azure en serviteur. Ouais. C'est vrai Quand qu'on j'ai vu les a vus en l'épisode, position de domination tout le long, et là, finalement, en fait, les rôles s'inversent. c'est des forces. En fait, le problème, c'est que c'est des forces, comme l'a expliqué Chibnall, qui représentent le temps. Et je crois que de ce fait, c'est vraiment des menaces qui ont des motivations assez abstraites. C'est quelque chose, je pense que peut-être l'épisode a eu, enfin du moins même la saison a eu peut-être un peu de mal à expliquer, enfin de mon point de vue, parce que j'avais pas réussi à comprendre si facilement. Et, euh, et du coup, voilà, en gros, c'était le problème, c'est que je ne voyais pas à quoi mener leur motivation à la fin de l'épisode. Ok. Rémi. Réveille-toi, Rémi. Hein C'est fini la sieste. C'est fini. Pour le coup, c'était des méchants assez originaux. Je suis pas. Disons que cette fin m'a surpris parce qu'on s'attendait à une sorte de gros combat final comme on peut avoir avec un gros boss à la fin. Mais c'est vrai qu'avec toute cette dimension religieuse presque fanatique qui s'entretiennent avec le temps, finalement périr par leur fanatisme, c'est peut-être pas forcément une fin plus illogique pour ces deux personnages. Et après, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est vraiment une mort qu'ils ont eue? Est-ce que c'est pas une autre forme de bannissement? On sait pas en fait. Ouais. Donc, pareil, ça m'a un peu laissé sur ma faim parce que c'est vrai que ça arrive très vite. Et en fait, à partir de là, ça va s'enchaîner après avec le grand serpent, machin, tout ça. Et ça déclenche en fait une série de résolutions un peu trop convenues. Mais en elle-même, c'est pas une conclusion qui me déplaît tant que ça. Et Flavia? Toi, la conclusion des Ravagers? Ça passe. C'est ce que je me dis quand je mets mon jean tous les jours, ça. Hein. Ça va. Alors, si j'ai un gros reproche à faire quand même, c'est qu'on nous laisse avec un cliff. Avec Swarm qui va dire à toi, docteur, je vais te tuer. Finalement, elle fait 3 pas de côté et. Swarm fait, Ils font ça tout le temps. Réussir. Mais du coup, c'est un peu étrange, ça, parce que t'as l'impression que Chibnall est un peu embarrassé par la puissance qu'il a donnée dans les mains de Swarm et Azure. Et dit, attends, ces deux personnages qui peuvent détruire des personnes en claquant des doigts, comment je fais pour que le docteur les batte? Donc, finalement, le docteur est un petit peu passif pendant tout l'épisode avec Swarm et Azure, parce que sinon, elle est très active. Elle se fait torturer. Oui. Et elle se fait torturer dans ses souvenirs avec une scène qui est absolument magnifique. Mais je suis un peu resté sur ma faim parce que du coup, La maison impossible, c'est ça? Ouais. C'est vraiment magnifique. J'ai beaucoup aimé le noir et blanc, sauf sur Swarm et Azure pour montrer vraiment l'importance qu'ils ont et qu'ils arrivent à corrompre ses souvenirs. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment brillant. Et au final, effectivement, le fait qu'ils soient détruits par eux-mêmes parce qu'ils se pensaient surpuissants et ils se pensaient dans leur bon droit, c'est pas trop mal. Et je préfère ça à une espèce d'explication bancale avec le docteur qui appuie sur un bouton pour les détruire, comme c'est arrivé trop de fois dans la série. Et donc finalement, dans les résolutions de méchants, je pense que celle de Swarm et Azure, c'est peut-être celle qui me convainc le plus. Pareil. D'ailleurs, j'aurais ajouté par rapport à, du coup, Rémi parlait aussi de leur fanatisme, donc c'est la même chose, la façon dont ils sont tués à la fin. C'est en fait leur fanatisme, il se porte autant sur le temps que sur le docteur même. Parce que c'est vraiment. On sent en fait à quel point ils sont aigris de toutes ces années à combattre et à perdre contre le docteur, que maintenant, le fait qu'ils aient l'avantage, vraiment, ils sont littéralement obnubilés par ça, et c'est un peu ce que montre le personnage de Diane, en fait. Quand elle dit ils me sous-estiment, pour eux, je ne suis pas importante. C'est qu'en fait, à part le docteur et le temps, ils se fichent de tout, et c'est ça, en fait, qui les fait échouer. C'est le fait qu'ils échouent à remarquer que le flux est détruit, ils échouent à remarquer qu'ils ont
qu'ils ont Et perdu, échoué. en fait. Ouais. C'est ça. Et en fait, le temps les détruit parce que finalement, ils ont rien fait. Ils ont lancé le flux en arrière-plan qui s'est Ils ont qui allumé s'est la fait PS4, ils ont mis télécharger flux. qui s'est fait éliminer parce qu'ils avaient sous-estimé et complètement ignoré les compagnons du docteur. Du coup, le temps, il s'est pas du tout fait libérer, et du coup, ils ont servi à rien. Parce qu'ils étaient vraiment trop omnubilés par le docteur. Donc ça, c'est un point. Avec le recul, j'avais pas forcément saisi au premier visionnage, mais avec le recul, c'est quelque chose que j'avais bien aimé. Oui, ils sont détruits par eux-mêmes et non pas par le docteur. Et au final, oui, c'est plutôt, c'est peut-être la meilleure chose qui était faisable à leur sujet parce qu'ils étaient de toute façon beaucoup trop forts pour être combattus directement par le docteur. Et donc pour vous, Swarm et Azure, est-ce que l'histoire est terminée ou est-ce qu'on les reverra un jour, d'une manière ou d'une autre? Parce que vu que de toute façon le temps peut faire un peu ce qu'il veut, il peut très bien les détruire. détruire. Qu'est-ce que vous pensez que ça? Ou pour vous, est-ce que c'est terminé, fini? Over. Rémi? Oh, je pense que pour l'Airchimnol, c'est terminé. Après, ça reste des méchants qui maintenant ont été créés, qui restent disponibles. En effet, il y a une porte de sortie avec le temps. À l'avenir, pourquoi pas? Ou chez Big Finish, sûrement. Mais sinon, pour cette ère-là, je pense que c'est terminé. Ok. Est-ce que vous Je avez suis des choses d'accord à avec Rémi, je vais rien rajouter. Ouais. Je pense que ça se suffit à Flux et qu'il n'y a pas besoin de les faire revenir. Ils sont bien dans Flux parce que leur motivation et la façon dont ils sont présentés, ça les met un peu dans une case. Alors que si vraiment c'était des méchants, on va dire, un peu plus standards qui revenaient de temps en temps, et ben en fait, comme on dit, ils seraient trop puissants. Et c'est difficile, à mon avis. Donc pourquoi pas qu'ils reviennent, mais je pense qu'ils se suffisent eux-mêmes dans cette saison. Ouais. J'aimerais préciser quand même, on dit on espère ne pas les revoir, c'est très bien que ça s'arrête là. Il n'empêche que c'était vraiment des méchants super, très charismatiques, au design magnifique, aux costumes somptueux et aux 3 interprétations magnifiques, parce qu'on voit 2 fois deux incarnations de Swarm et 1 fois Azure, et c'était vraiment des méchants brillants qui sont dans les meilleurs méchants de l'Airchimnol. C'était justement aussi pour ça qu'on souhaiterait pas forcément les voir revenir. C'est parce que ça les a tellement bien encapsulés en une saison. Ce serait dommage de les voir perdus, de les voir perdus dans une motivation, domination du monde ou d'autres conneries du genre, quoi. Et avec le temps, vraiment, on va se souvenir de cette saison liée à ces méchants. Oui, mais Robin n'oublie jamais, au fond, le temps est bon. Mais avec le temps, va tout s'en vient. Oui, bon, allez. On va passer Il y a un autre personnage aussi dont on n'a pas parlé, c'est Eustachius Jericho, qui est apparu pour la première fois. Village aussi. Angels. Tout à fait, vers un air. Et qui est dans... Oui, j'ai pris un petit raccourci, pas d'effort. Qui est de retour dans cet épisode et qui, RIP, meurt. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup du personnage dans cet épisode et de sa mort tragique, qui n'est pas sans rappeler la mort d'un autre personnage de la série classique, mort lui aussi dans une sorte d'explosion. Un peu plus près des étoiles. Voilà, non, pas cette chanson. Il n'aura jamais su s'il avait raison. Voilà, et voilà, c'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, par exemple, Robin? J'ai beaucoup aimé ce semi-compagnon, qui finalement a pas vraiment beaucoup voyagé avec le docteur, mais vraiment avec Yazedan. C'est un compagnon de compagnon. Voilà. Je sais pas quoi dire. En fait, surtout, dans cet épisode, en fait, je m'en souviens principalement pour son sacrifice. Mais oui, il est très bien. Je sais pas trop quoi dire. Non, mais alors, pour rebondir, justement, c'est vrai que du coup, il y a ce trio qui est né, le Danyaz Eustachius. Est-ce que toi, ça a quelque chose qui t'a plu déjà dans son ensemble? Est-ce que tu trouves qu'il a sa place dans The Flux? On parlait des choses peut-être à couper. Est-ce que toi, tu aurais gardé ce personnage ou est-ce qu'il est en trop? Complètement. En fait, c'est une bonne surprise. Parce que vraiment, ça, c'est un truc, on ne peut pas s'attendre à ça. On peut pas s'attendre à... On va dans le passé et incidentellement, on va récupérer avec nous un gars de cette période et il va vivre des aventures avec nous pendant 3 ans. Et ça, j'ai beaucoup aimé.
Et surtout que finalement, cette fameuse scène où Eustachius Jericho laisse il laisse sa vie pour sauver un peu tout le reste, enfin que le plan Pour voilà, sauver c'est Claire. ça. Comment? Claire, pour sauver Claire. Oui, 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 pour sauver Claire, tout à fait. Bah, c'est clair. Tout C'est à clair. bon, tout C'est à clair. tout à fait. Ça. C'est vrai que ce type de mort héroïque, on va pas dire forcément dans cette situation, on s'attendait plus à des personnages tels que Carvanista, par exemple. Beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il meure et finalement, c'est ce personnage. Et est-ce que vous trouvez ça triste parce que c'est un personnage qu'on aime beaucoup? Est-ce que toi, tu as chialé, mon petit Rémi? Non, mais ça m'a fait quand même de la peine parce que Jericho, c'est un compagnon de compagnon du coup assez atypique et ça montre à quel point ce serait cool de récupérer un compagnon venant d'une autre époque et pas forcément de l'époque contemporaine. Déjà parce que c'est une personne âgée, enfin relativement âgée, qui a du coup un parler différent, une culture différente parce que c'est un professeur d'université, je crois. Tout à fait. Et il joue à merveille dans toutes ces scènes. L'acteur est génial, hein. Ouais. Et ouais, c'est ça, il est impressionnant. Et en fait, tu sens qu'il est toujours pétri de bonnes intentions, en fait. Et il essaye toujours de sauver la face et de sauver aussi qui peut autour de lui. Donc, cette mort héroïque, oui, elle surprend parce qu'on l'associerait pas forcément à lui. Mais en fait, par rapport à son personnage, elle est parfaitement cohérente aussi. Voilà, elle est cohérente, Et il y a tout à toujours fait. il y a ce petit côté flegme très britannique jusqu'à la fin, en fait. Ça, Mais il y a un petit coup, Il bah, vient tu as quand même certainement une sorte des de années 60. c'est ça. mais il y a une petite, frustration. On se dit: «C'est vrai qu'on aurait bien aimé en voir plus, de ce personnage». Flavia? Moi, j'ai adoré le personnage. Effectivement, j'ai un attachement tout particulier pour cet acteur. Parce que je ne cache pas le fait que je sois une très grande fan de la saga des Pirates des Caraïbes. Et Notamment que le 4. Ferme ta gueule. Donc, Ah non, attention. mais, donc, même dans le 4, hein, l'acteur est bien. Et j'ai toujours été un peu déçu de voir qu'il n'avait pas une si grande carrière en dehors des Pirates des Caraïbes, justement. Et donc, ça m'a fait plaisir de le revoir. Il a un charisme incroyable. Il est très touchant. Il est très fort. Et pour le coup, je trouve que son développement de personnage est tout à fait abouti. Vraiment. Il a une introduction dans Village of the Angels où tu vois qu'il essaye de se reconstruire après avoir été un peu détruit pendant la guerre. Ensuite, il devient compagnon de fortune et vit des aventures à la Indiana Jones avec Yaz et Dan, et ça marche très bien, c'est très drôle, mais en même temps, on sent que il cherche sa place, que c'est pas facile, qu'il veut vraiment faire les choses bien, et donc du coup, il trouve sa raison d'être dans cette fin de saison. Il trouve vraiment son salut. Et je trouve qu'il fait face aux événements avec beaucoup de flegme, beaucoup de classe. J'ai été très ému par sa mort. C'est sans doute ce qui m'a le plus touché dans l'épisode. En fait, c'est la mort de Jericho. Alors, en seulement 3 épisodes, j'ai un attachement très fort au personnage. Surtout on n'est pas à le voir dans cette saison. Dan était annoncé, on s'y attendait, on appréhendait. Moi, je m'y attendais parce que dans les interviews des gens du casting, ils disaient que l'acteur faisait un gros boulot et était très touchant, donc ça sous-entendait qu'il allait rester un peu. Mais ça, c'est parce que je farfouille les interviews. Bon. Et surtout, moi, je dis merci à l'acteur parce que grâce à lui est née la rumeur la plus incroyable de ces dernières années de Doctor Who, puisque grâce à la venue de cet acteur, on nous a dit Johnny Depp sera le prochain Docteur, parce que les gens n'ont pas compris qu'en fait l'acteur de Pirates des Caraïbes c'était lui. Et les gens ont cru en fait que c'était parce que il y aurait Jack Sparrow Next Doctor. Parce qu'il y avait une photo qui illustrait la venue de cet acteur où il y avait Johnny Depp à côté. Ouais. Et c'est ça, il y a une mauvaise interprétation, il me semble. Et donc, du coup, c'est improbable. Et je trouve ça improbable que des gens y aient cru. Ça m'a beaucoup fait rire, quoi. C'était pas sa première fois dans Doctor Who, en plus, il me semble, à cet acteur-là. Dans la série classique Ouais, dans la série classique, il me semble. Hein. Ouais, il a peut-être Il a fait des Big Finish. Oui, bah tout le monde a fait des Big Finish. Même Jeff fait des Big Finish, t'as fait des... Même Kate Stewart vient de Big Finish avant de venir Doctor Who. Il croise un chat dans la rue, c'est « Oh, une nouvelle race alien pour Big Finish !» Le RERA, ce serait bien comme histoire, ça. Faisons 10 coffrets. Bon, on se moque. On embrasse les fans. Hein Arthur.
Voilà, les 2 personnes, bonsoir. Et bon, on va avancer. Donc oui, en tout cas, c'est un personnage que vous avez vraiment apprécié, hein, que j'ai énormément apprécié aussi, ça c'est certain. On va se recentrer sur le personnage du docteur et notamment de cette division, le fait que elle soit. Ah non, la division, c'était que Théoul. Hein. La Ouais, bon, division. arrête, elle soit séparée. Du coup. Ah, Dracojo nous dit qu'il était dans Twin Dilemma, l'acteur. Ah oui. Tant pis. Eh ben, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Il a eu plus Tant mieux, il a eu plus de chance cette fois-ci. Voilà, il a eu sa revanche. Les 3 donc, les 3 docteurs. 13e docteur. Les 3 13e docteurs. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que ça vous a un peu perdu dans l'histoire ou est-ce que c'était bien fait? Qu'est-ce que vous pensez de la Qu'est-ce que vous pensez de la façon dont ça a été amené et d'où ça s'est passé? Est-ce que vous avez trouvé ça clair et est-ce que à la fin la réunification? Mais non, mais Claire, c'est pas le docteur. Hein. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit. Dites dans les commentaires si vous voulez que Flavia. Flavia est en roue libre ce soir. Je crois qu'on peut déconnecter Thomas. Hein. Hein? Mais non, mais fais pas ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Stop. Bon. On donne la parole à quelqu'un. Rémi. Oui. Parle. Qu'est-ce qu'il y a? Dis des choses. Dis des choses. C'est terrible. C'est terrible. Sur la division du docteur. Et là, Alors, est-ce que tu as trouvé ça bien? Oui. L'aspect du T3 docteur, est-ce que Merci c'est Rémi. Voilà. Arrêtez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ah, oui, c'était Arrêtez. bien. Non, ça n'a pas suffire. Bon, allez, Ça n'a pas suffire. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup scénaristiquement? Ça va vous? Ça va dans le chat? Robin, t'as l'air de boire rire. Moi j'ai bien aimé. En vrai, c'était une bonne façon de gérer un épisode un peu bordélique. Littéralement en comme ce démultipliant live. le docteur. Ah oui, littéralement. Mais c'est bien, on fait à l'image de l'épisode qu'on critique. Non, de démultiplier le docteur pour gérer chaque situation et qu'au fur et à mesure, du coup, elle se rejoint. Et d'ailleurs, ça mène à des scènes très très rigolotes où elle interagit avec elle-même et elle flirte un peu avec elle-même. C'est génial d'ailleurs. Elle flirte un peu avec elle-même, ce qui arrêtait pas de me faire penser à d'une façon. Enfin, c'était moins mignon dans cet épisode-là, mais de la relation Master-Missy dans saison 10. The Doctor's Fall. Oui, voilà, Doctor's Fall. Il y a aussi une sorte de pied de nez parce qu'à chaque fois, tout le monde dit oh, je croche le docteur avec Yaz ou je croche le docteur avec. Et ben là, c'est chic, docteur. Surtout, le docteur dit à Yaz j'ai un crush sur moi-même. Ouais, c'est très sacré ego. Mais non, mais c'était cool. Et en fait, ça, en plus d'être pratique pour gérer l'épisode, c'était rigolo. Donc, pouce bleu. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur cet aspect? Oui. Oui. Moi, je suis d'accord avec Robin. C'était vraiment super. Je trouve que ça fait pas truc sorti de son chapeau comme souvent les résolutions. Je trouve que c'est très bien expliqué, c'est très bien mené et ça permet de voir Whittaker sur tous les fronts et de voir tout se réunir sans que ce soit forcé. Donc ça, c'est vraiment chouette. En plus, je trouve que les 3 docteurs font face à des choses différentes et donc du coup, ça permet à Whittaker de livrer une prestation incroyable. Et je trouve que c'est la meilleure prestation qu'elle ait faite depuis qu'elle est dans le rôle du docteur. C'était vraiment super. C'était une belle revanche en plus sur la fin de saison 12 que j'avais adoré, Tamela Children que j'ai adoré personnellement, mais où elle est très passive et elle est enfermée dans la matrice pendant la majorité de l'épisode. Et là, je trouve que c'est une belle revanche pour Whittaker pour montrer qu'elle en a sous le coude et qu'elle peut très bien faire face et être dans l'action, dans la réflexion, tout en étant aussi encore un petit peu écrasée par le poids de ses souvenirs. Et c'était vraiment génial. Et on a eu un petit docteur, du coup. D'ailleurs, elle joue trois versions d'elle-même. Ouais. Non, 3 versions d'elle-même et un autre personnage. Oui, c'est vrai, avec une veste inversée. Et sachant que à l'épisode d'avant, elle joue aussi la voix des anges, ce que j'avais adoré.
Et du coup, Oui. on parle du coup du jeu d'acteur de Jodie Whittaker qui est très bien et c'est également jeu d'actrice, oui, pardon, et qui est également excellent dans cette scène avec Yaz, qui est une scène très De fin émouvante. ou Ouais. de quand ils se retrouvent, quand elles se Celle retrouvent. quand elle se retrouve, ouais, il y a ces échanges très, Très très émouvants. fort, très Ouais. beau, rien de trop, vraiment parfait. C'est ça, c'est honnête dans la manière où c'est joué, quoi. Il y a pas non plus de surenchère, il y a pas de musique dramatique, il y a pas des regards perdus sur une plage un peu bidon. Donc non, Oula. franchement, c'est bien fait. C'est voilà, Il n'y a c'est pas de vrai musique en fait. dramatique parce que c'est Seguna Kinola qui fait la musique. Ah oui, vas-y, Comment parle de Seiko Nakinola. Non, 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 non. De quoi C'est Gonakinola, je t'aime. Mais la Non, non, musique c'était- était excellente dans cet épisode. Je pense que c'est Ah oui, l'épisode oui, oui. où j'ai trouvé la musique était vraiment, C'est était oui, c'est le vraiment meilleur. Et pour le coup, je me suis imaginé à aucun moment Murray dans l'épisode. Ça aurait été trop, ça aurait été Non, grave. mais Oh bah la scène du chocolate, il y aura eu un oh. thème qu'aurait Ah, pu dans tu 10 sais, saisons du meilleur pâtissier. Hein. j'ai exactement le thème en tête de Gold qui aurait eu pour Un ça. truc avec des Vraiment, sifflements. Oui, oui, oui. Donc du coup, c'est le moment où gratuitement on tape sur Murray Gold. D'accord. Bon. Visiblement, voilà. En vrai, Oui, je c'est pense que vrai, l'épisode, c'est vrai. franchement, Le moment est aurait rendu surtout très bien aussi avec la musique de Murray Gold. ouais, surtout que le temps passe. Ouais, c'est beaucoup de choses ont changé. Oui, stop. Et du coup, la conclusion Qui aurait pu du s'imaginer. flux, parce que c'est quand même de ça qu'il est question, avec je sais même plus comment il s'appelle, le truc où il y a Le passage. le passager Thème, qui Aka, monte le l'homme flux. au masque Wish. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé du coup de ça? Parce que c'est quand même la résolution principale. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Flavia? C'est nul. Ouais. Oh. Et voilà. Non C'était mais live par non mais là pour le coup c'est vraiment mon défaut principal de l'épisode. Je peux pardonner certaines choses parce qu'il faut rusher etc. J'ai été tatillonne là parce que bon bah il y a 1 heure de live donc j'en profite pour dire tout ce que j'ai à dire mais je peux excuser que certains personnages n'aient pas le temps d'avoir des conclusions tout à fait à leur hauteur parce qu'il y a que 6 épisodes et qu'il a fallu couper à cause du Covid. Cependant que la menace principale qu'on nous présente comme la destruction totale et absolue de l'univers, comme la fin de l'univers, disparaissent parce qu'on met le passager devant et que ça l'absorbe, je trouve ça d'une facilité assez décevante. Ah, ils auraient dû foutre le pting. Moi, si tu veux. Surtout, je trouve que c'est un peu redondant avec la façon dont le docteur réussit à vaincre les Daleks dans Revolution of the Daleks, où les Daleks vont tous dans le TARDIS et que le TARDIS disparaît. Bon, bah là, le flux, il va dans le Passager, et puis, voilà, c'est tout. Et bah, c'est un peu décevant, surtout quand on nous avait teasé un énorme événement, que c'était le sous-texte de la série et tout. Ouais, là, non, c'est pas un Deus Ex Machina parce que le Passager a été introduit. On le voit, on l'a vu depuis l'épisode 2 et depuis l'épisode 3, on connaît son fonctionnement. Donc, c'était ça sort pas de nulle part, mais ça reste très facile. Bon, du coup, là, on arrive quand même vers. D'accord. Ouais, Robin. Personnellement, cette conclusion m'a largement satisfait parce que c'est pas ce que j'attendais le plus. Parce qu'en certes, La le série flux. s'appelle quand même Doctor Who. Oui, Flux. exact. Mais Ça en fait, pas Doctor Who Carvanista. Non, mais bien sûr. Mais depuis, on a bien compris que le flux, en tant qu'événement, c'est un symptôme de plein d'autres choses qui se passent, plein d'autres enjeux. Et la façon dont c'est géré, est vraiment, en fait, on nous explique que c'est vraiment un événement créé, placé. Donc, je trouve ça assez pertinent que ça soit résolu d'une façon un peu pragmatique, on va dire, vraiment de mettre une solution. C'est pas le terme, c'est. Non, mais enfin, cette façon de mettre, comment dire, une Facile. solution assez simple, mais qui a été quand même bien amenée, je trouve, devant ce problème. Parce que finalement, c'est pas vraiment le gros enjeu. C'est un enjeu. Oui. Tu vois, Robin, moi je vais reprendre ce que tu disais à la suite du premier épisode. À la suite du premier épisode, tu as le docteur qui essaye de balancer l'énergie du vortex temporel sur le flux. Ça marche pas, ça capote.
Et tu disais, moi, ça me rappelle le final de la saison 1 où il y avait cette espèce de Deus Ex Machina où Rose absorbait l'énergie du vortex et détruisait tous les Daleks avec. Et j'ai l'impression que Shimul fait une petite réponse à ça en disant, cette fois-ci, il n'y aura pas de facilité scénaristique, je vous le jure. Bah ouais, mais du coup, il y en a une. Non. Du coup, ça se vaut. Non. Mais elle vient pas de nulle part. Pas du tout. Bah non, ça vient pas de nulle part. Non, mais ça vient pas de nulle part, mais ça reste. Tandis nous dit par exemple, excusez-moi, comme nous dit par exemple Ulysse la Harwal, j'espère que je le dis bien dans le chat, et j'ai du mal à croire que dans tout l'univers, personne n'avait pensé à faire un truc du genre avant. Tout le monde est mort aussi. Ouais, enfin. Bah non, on voit des personnages. Les Passengers, faut voir aussi à quel point c'est pas connu comme truc. C'est vraiment. Tous les gens là dans l'épisode 4, je crois, qui se réunissent sur la planète pour se réfugier, personne à part Belle ne sait ce que c'est le Passenger. On nous explique parce qu'elle a été entraînée comme Vinder pour savoir ce que c'était. Donc vraiment, je pense qu'il y a juste pas assez de personnes qui ont de la connaissance sur le sujet. Bah ça, on ne le dit pas. Ça, on le dit. Vu que, c'est sous-entendu, mais je pense que c'est assez sous-entendu. Et par exemple, ta comparaison avec Rose, je trouve pas ça spécialement logique, vu que elle absorbe le Time Vortex, et en fait, à ce moment-là, RTD pouvait lui donner n'importe quelle règle qu'il voulait. Il pouvait dire, du coup, elle peut tout détruire. Du coup, il aurait pu dire, du coup, elle peut tout détruire, mais elle peut faire ça, alors que le flux, on nous explique. Le flux, on nous explique ses règles. Le Passenger, on nous explique ses règles, et on nous montre. Alors, désolé, mais le flux, on nous explique pas ses règles. Ou on nous les explique mal. Et ça nous donne l'impression. Par contre, je suis d'accord. Par contre, je serais. S'il vous plaît. Non, mais je trouve que le flux n'est pas bien défini au final. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord. On nous dit le flux peut tout détruire. Bon, il détruit des planètes dès qu'il passe. Bon, ça c'est la base. Les vaisseaux des Carvanistas. Mais pas les vaisseaux des Carvanistas. D'accord. Bon, il y a un bouclier qui est fait avec les vaisseaux des Carvanistas. Et du coup, le flux, il est un peu stagnant, on sait pas trop. Déjà, on sait pas trop ce qu'il fout pendant toute la saison. Il est là, il attend. Bon. On nous explique pas trop pourquoi. Le flux arrive à détruire certaines planètes, mais certaines autres sont seulement détruites à la surface. Je trouve que ça prend son sens dans cet épisode, justement, ça. Ah bon, quoi ? Parce que on n'arrête pas de parler dans l'épisode de la dernière phase du flux. Ça sous-entend qu'en fait, le flux, c'est quelque chose qui est envoyé par la division par vague. Et comme du coup dans le TARDIS avec le docteur et Kate qui explique, c'est en gros, ça serait... Bon, c'est une explication un peu approximative, mais en gros, c'est fait d'antimatière, et après avoir... consommer assez de matière, et ça se neutralise. Et du coup, pour moi, c'est ça. Au bout d'un moment, il s'essouffle, et du coup, il a plus au début, il est en pleine puissance, il détruit toutes les planètes, et à la fin, pour moi, ça aurait pu être mieux distillé dans la saison, surtout que ça nécessitait. C'est mal expliqué. Je suis d'accord, c'est pas spécialement bien expliqué, mais je trouve que ça. Oui, c'est logique du coup dans le Passenger quand il reste plus grand chose. Mais tu vois, on aurait vraiment dû montrer un flux donc très puissant au début de la saison, ça a été fait, ce qui bousille les planètes en un claquement de doigts. Mais on aurait dû plus le montrer s'affaiblir. Là, en fait, la dernière vague du flux était censée être très puissante, sauf qu'elle a tout absorbé, justement. C'était le plan, en fait, de l'affaiblir en le faisant absorber toutes les armées des Cybermen, des Sontaran et des Daleks. Mais même si dans le pour le finir dans le Passenger. Si tu as besoin de faire toute une description, c'est quand même qu'il y a un petit problème quelque part. Oui, non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a un problème, c'est pas assez explicite, c'est pas assez bien expliqué. Ça, je pense qu'on peut le blâmer sur le manque de temps. Encore une fois, on peut blâmer, à mon avis, beaucoup de choses sur le manque de temps qu'il y a eu. Alors que le temps, il est quand même au centre de la saison. Dis donc. Mais je trouve pas que ça sort de nulle part, du coup. Je pense que les explications se trouvent. Ouais, alors, mais si les explications se trouvent mais ne sont pas amenées, c'est quand même qu'à un moment donné, c'est un peu problématique. Oui, c'est ça, elles sont amenées, mais elles sont pas assez explicites. Mais bon, après, on revient au problème de début, c'est qu'il manque au moins 1 ou 2 épisodes pour prendre le temps de tout bien expliquer, parce que c'est bien qu'il y ait tous les événements, mais des fois, il faut le temps de les amener, quoi. Si tu clignes des yeux, hein, t'as la ref. T'as l'ange qui arrive. C'est râpé, quoi. Oui, t'as un épisode 7 annexe qui explique tous les trucs en faisant des définitions.
On va parler d'un dernier détail de ça. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de Williamson là, et ses tunnels, mais bon, je me l'étais noté, mais parce que qu'est-ce que tu veux dire, il est reparti, bon, un bon perso. Non, c'était bien expliqué. Pour moi, le mystère Williamson est bien conclu. Voilà. Oui, voilà, ça c'était sympa. Ça a aidé aux gens à faire découvrir. J'ai envie d'aller à Liverpool visiter les sous-sols, du coup. Ça, c'est très intéressant. Non, je voulais parler des fameux, de la montre hein, et des souvenirs. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect? Bon, je sais qu'il y a des plans qui sont très beaux du coup. Et surtout, pour vous, qu'est-ce que ça annonce pour la suite? On va commencer par Flavia. Alors, moi, en voyant la fin de l'épisode, j'étais très frustré de ne pas en savoir plus. On nous a teasé beaucoup les souvenirs du docteur, elle les a en main et elle n'en fait rien, et c'était un peu frustrant. Mais je trouve que c'est une frustration très cohérente, pertinente et intelligente. C'est-à-dire une frustration qui n'est pas de la mauvaise frustration, mais qui est bien dosée. Parce que la discussion dans le Tardis entre Yaz et le docteur est très belle, très douce. Et le point fort de Chibnall, ça reste et ça restera toujours les relations entre personnages et les dialogues. Il n'y a pas à chier. Et donc cette conversation, elle est très simple, en fait. Docteur qui s'excuse d'avoir un peu abandonné Yaz pour chercher les réponses et de promettre d'être honnête. Yaz qui dit « Oui, je veux bien que tu me dises tout ça. » Mais il y a des sous-entendus, en fait. Et je trouve que c'est vraiment très intelligent dans la façon dont les sous-entendus sont là. Où tu sens que Yaz, elle dit en sous-texte au docteur, si tu continues avec ta recherche, tu vas me perdre, et tu vas te perdre, tu vas te détruire. Et la décision qu'a pris le docteur de se concentrer sur ses aventures, sa vie actuelle, sa relation avec Yaz, plutôt que de découvrir des choses comme ça sur son passé, je trouve que c'est une très belle décision, une très belle scène. En plus, bon, ça permet de garder du mystère sur la vie du docteur et c'est toujours bon à prendre. Notre ami Gekan, on la ressort mais notre ami Gekan sera content parce qu'il voulait pas trop en savoir et donc du coup, c'est vrai, c'est ce qu'il avait dit. Il sera satisfait. Mais en revoyant l'épisode cet après-midi, je me dis en fait que ça va ressortir quand même parce que c'est un peu teasé quand même. Elle dit quelque chose comme je te laisse cette montre, Tardis. Je te fais confiance pour ne pas, que je remette pas la main dessus, sauf si je te le demande beaucoup. Et donc du coup, j'ai l'impression quand même que l'épisode du centenaire va faire revenir cette montre dans le sens où elle aura besoin d'ouvrir la montre pour sauver l'univers d'une quelconque menace. Ouais. Et donc du coup, ça sera pas laissé pour toujours en plan, mais que Chibnall a une... Ouais, pour moi, il y a quand même... il a peut-être l'idée de faire revenir la montre, mais au demeurant, dans l'épisode, je trouve ça assez... Non, pas satisfaisant, parce que moi, ça me frustre. Mais c'est bien fait, et c'est très intelligent. Et je crois que c'était une personne du nom de Dr. Wu, Docteur sur Twitter, qui disait qu'en fait, c'était un peu méta, parce que ça sous-entendait en fait que c'était comme si Chibnall disait que la recherche de l'or incessante dans Doctor Who ne devait pas faire oublier l'essentiel de la série, c'est-à-dire la relation entre le docteur et sa compagne. Et donc, du coup, c'est un beau message. C'est très intéressant et en plus, on peut dire, bon, peut-être que ça va être utilisé avant son départ, mais au pire, si c'est pas utilisé, ça restera toujours une cartouche intéressante pour ses successeurs. Oui. Donc c'est assez malin au final. Quoi qu'il arrive, c'est malin. Par exemple, on a Dracojo qui dans les commentaires dit par exemple, moi aussi j'étais frustré, puis je me suis dit finalement ça change rien qu'on en sache plus ou pas. C'est vrai que dans cette moindre mesure, oui, ça crée une sorte de frustration, mais c'est qui n'est pas très grave. Après, dans le futur, pour l'instant, on dit ça change rien. Présentement, mais peut-être que dans le futur. Puis on a eu des réponses. Enfin, on a déjà eu des réponses. On connaît, on sait quel était le but de la division. On sait ce que c'était que la division, même si j'aurais aimé en voir plus et que moi, par contre, j'aurais aimé revoir Rousse, qu'on a très peu vu cette saison. Mais... Ça, on en reparlera dans le bilan, mais c'est vrai que ça, c'est... Ouais, mais... Bon, bref, mais en soi, les réponses qu'on nous a apportées sur la division, je peux
m'ont contenté. Ouais. Et la décision du docteur, je l'ai trouvée très belle. Et Mhm. donc, du coup, ça me fait plaisir de voir que la relation entre Yaz et le docteur peut être restaurée. Surtout, Non. ça montre Vas-y. qu'elle prend. En fait, c'est un truc on sent qu'il la frustre pendant toute la saison. C'est que personne ne veut rien lui dire sur sa propre vie. Elle n'a pas de contrôle, en fait, sur ce qu'elle peut accéder. Sa volonté, c'est pas forcément d'un coup, d'avoir accès à toute sa vie, à tout ce qu'elle a connu, mais juste quand elle le veut, de pouvoir le faire. Elle a repris sa vie en main. Voilà, c'est ça. Et ça ils le comprennent. C'est pour ça, Swarm et Azure, c'est pour ça qu'ils s'amusent à la narguer, à pendre la montre devant elle, à lui montrer des aperçus, juste la maison, à la détruire, à la reconstruire. Ils adorent justement retirer ce contrôle. Toute la saison, ils mènent la danse, ils l'empêchent de respirer. Et là, enfin, elle est capable de, sur ses propres termes, décider ou non d'ouvrir la montre et de la remettre à plus tard quand elle sera sûre de vouloir prendre cette bonne décision. Est-ce que Ouais. là, on arrive tranquillement à la fin? Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode, une sorte de bilan sur cet épisode, vos pensées, des choses à ajouter? Bah, moi, j'aimerais juste dire un truc très simple, c'est que j'ai eu l'impression d'être vraiment une grosse relou parce que j'ai un peu défoncé l'intégralité de l'épisode. Ça reste un épisode que j'ai beaucoup aimé globalement, qui est très divertissant. C'est juste que j'ai énormément aimé tout ce qui était proposé par Doctor Who Flux jusque-là et que j'aurais aimé un final plus à la hauteur sans doute et que j'étais un peu frustré de voir que le Covid nous avait peut-être coupé de la meilleure saison de la New Who pour nous proposer seulement une très bonne saison. Bonne saison, ouais. Elle est quand même dans le haut du panier, mais c'est vrai qu'elle Oui, était. mais Et je ça pense que reste... d'ailleurs, et je pense même que pour beaucoup de personnes, elle a atteint le Oui, sommet, hein, oui, j'ai vu que beaucoup de personnes dans- trouvaient que c'était leur saison préférée et du coup, bah, ça me fait très plaisir De pour toute ces façon, personnes. c'est Quoi, vrai que Doctor Who, du coup, bon, il y a des déceptions, mais l'aventure, ce voyage, mais ça, on en reparlera dans le bilan. C'était quand même une saison quand même assez haletante où chaque semaine on attendait l'épisode. Et je vais quand ouais. même, non, ça on en reparlera plus tard. Ça, c'est une question que je garde pour le bilan. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur cet épisode? Non, c'est proche de ce que Flavia a plus ou moins dit. On a tellement aimé Flux que finalement on avait des attentes, même si on voulait pas se l'avouer, on avait des attentes qui étaient très élevées pour le final. Moi, Donc j'avais des attentes, hein, je veux Ah dire. oui. avoir un final juste bon, tu vois, c'est presque décevant. Alors que si tu prends une saison moins bonne, comme la 7 par exemple, bah là d'un seul coup, le final n'a pas besoin d'être exceptionnel, tu vois? La 6, tu veux dire, je crois. Oui, la Non, je trouve que la 7 est pire que la 6, mais c'est autre chose. Mais donc là, Flux est vraiment bon dans son ensemble et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on n'a pas eu vraiment le syndrome non plus de Trial of the Time Lord où on sent que ça a pas toujours été pensé comme une saison unique et du coup, tu as des gros inserts d'histoire entre deux qui sortent un peu tout ça, même si l'aventure est bonne, tu as quand même des trucs qui ressortent un peu. Là, tu as vraiment quelque chose de très homogène, de très rythmé Mmh. et même si jamais toutes les conclusions, sont pas forcément satisfaisantes sur les personnages, il y a quand même énormément de nouveaux personnages qui sont colorés. Il y a eu beaucoup de réinventions de personnages très pertinentes. Enfin voilà, c'est une saison qui allait bien au-delà des Oui. attentes classiques d'une saison pour Mm. Doctor Who. Bah oui, puis aussi, si on est très déçu des fois par le final, c'est qu'à la différence de tous les autres finals de la New Who, ça était en cause l'intégralité de la saison de ce final. Alors que si un final est mauvais jusque-là, bon bah le final est mauvais et donc du coup l'aboutissement du fil rouge sera décevant, mais les épisodes de la saison pourront toujours être regardés au-delà de ça et appréciés au-delà de ça. Alors que si le final de Flux est décevant, bah forcément, comme Avantage Flux tout, hein. est un tout, eh ben c'est tout le tout qui vacille un petit peu plus. Bah là, par exemple, on voit Dracojo dans les commentaires qui dit en vrai, c'est un quasi sans faute, c'est très fort ce que Chibnall a fait, l'instant T. Comment c'est possible? Bah, Ça c'est reste- Marie. Ah oui, C'est Marie de l'instant T qui. Ah, tu gâches le mythe. Ça reste globalement une bonne saison, c'est vrai que. Oui, non, mais c'est une bonne saison. Hein. Baba C'est une Jen, bonne qui saison. dit c'est une très bonne saison, j'ai beaucoup d'attentes sur les spéciaux. C'est Oui. effectivement aussi le cas. Merci en tout cas
à vous trois, et même on va dire vous quatre, parce que Julien a quand même fait un beau... Oui. Moi j'ai une question pour Thomas avant qu'on termine. Euh, Est-ce que l'écriture de ta chanson avance? Tu nous as promis. Oui. Pendant le live de Once Upon a Time, nous avons promis aux gens que tu écrirais une chanson sur l'amour plus fort que... C'était mince. C'est pas la ref. Pourtant on n'a pas arrêté de le répéter pendant le live. Hein. C'est quoi? Non, l'amour seule quête de l'univers, c'est pas un truc du genre. L'amour, la seule quête mission, la seule mission. La seule mission. On en parlera. L'amour est la seule mission. Thomas, tu dois faire une chanson sur l'amour et la seule mission. Ça suffit. Il est temps de vous laisser. La réponse est non. La réponse est de... tu sais plus ce que je dis. Il est temps de vous quitter. On se retrouvera la semaine prochaine, normalement. Je dis bien normalement, mais il y a de grandes chances, pour le bilan de cette saison. On a des choses à se dire en général, d'avoir une vue d'ensemble et prendre un peu de recul. Si Flavia, ton intervention, c'est pour que je chante une chanson, c'est mort. Non. J'allais dire, et on aura plaisir à se retrouver pour les spécials et aussi pour des lives plus thématiques non liés à l'actualité, parce que Tard History, c'est ça à la base aussi. Pas des lives couture, des lives golf. Non, des fois, de temps en temps, je dis des choses très pertinentes quand même. Hein. On fera un Meur et Golf. Ça, c'est un concept. Je sais pas ce qu'on va y faire, mais j'aime bien le nom. À chaque fois que ça sonne comme une vidéo de challenge. Ça sonne. Meur et Golf. Toto et Juju. Pepperpot Team qui dit vous aviez pas dit un album entier, mais arrêtez de dire n'importe quoi, ça suffit. Oh là là. Bien sûr, mais bien sûr, évidemment, il y aura un album entier dont le single principal sera l'amour et la seule mission. Faut vendre. En tout cas, en exclusivité, juste après ça, vous allez entendre le premier morceau de cet album dans le générique de fin. Donc en tout cas, merci à tous d'être venus pour ce live. Merci à Flavia, Robin, Rémi et Julien pour ce soir. Merci à tout Tard History pour cette saison. Voilà, d'avoir été... Qu'est-ce qui se passe? D'avoir été là. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci aux gens dans le chat. Et merci beaucoup. N'hésitez pas.